Donc, je m'appelle Samuel Le Gall, je suis ergonome au sein de la société Ergotech. Je vais vous parler aujourd'hui en 3 parties d'un sujet qui concerne les services vétérinaires en abattoir. La première chose, c'est que je vais vous parler de... Donc c'est un marché cadre, je vais vous parler de l'origine de ce marché cadre et de comment il fonctionne. Ensuite, je vais donner assez rapidement un exemple d'intervention dans le cadre de ce marché. Et enfin, j'essaierai de faire le lien avec le sujet en fait du congrès pour essayer de faire quelques parallèles et quelques réflexions que l'on a pu avoir avec l'équipe vis-à-vis de ce marché. Et d'abord, donc, je voudrais remercier mes collègues qui sont là et en particulier les personnes qui travaillent avec moi sur ces projets. Clément, Clotilde, Aude notamment. Voilà. Donc avant de commencer, bon, c'est important de citer ces sources. Donc, alors mes sources, donc voilà, je vais vous citer quelques exemples de mes sources. Donc, excusez-moi Jean pour c'est pas la même boutique, hein, évidemment. Hein. Donc, voilà. Maintenant que vous voyez que je m'appuie sur des éléments robustes, je vais pouvoir passer à la présentation. Donc l'origine et l'objet de ce marché cadre, donc, qui concerne les services vétérinaires en abattoir. Donc quelques éléments. Donc ce sont aujourd'hui au sein du ministère de l'Agriculture 1700 agents donc, des services vétérinaires ont pour mission de travailler au sein des abattoirs sur le territoire français avec un rôle de santé publique, avec plusieurs missions. Ils ont pour mission notamment d'inspecter les animaux à leur arrivée dans les abattoirs, ainsi qu'ensuite, après l'abattage. On appelle ça l'inspection ante-mortem avant, post-mortem après. Et donc leur rôle, ça va être un rôle d'identifier en fait sur les animaux et la viande, les parties qui vont notamment être impropres à la consommation, de façon à s'assurer que la protection des consommateurs et aussi le bien-être animal. Donc ce sont des fonctions qui sont souvent méconnues, hein, mais qui représentent un nombre important d'agents au sein des différents abattoirs français, abattoirs privés mais aussi publics, plus de 200 sites sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, donc, suite à une étude notamment de l'université de Clermont, il a été constaté que l'abattage et l'inspection vétérinaire également sont particulièrement touchés par les TMS. Et ce qui a été fait, c'est de définir comme priorité la prévention des TMS ou le traitement des TMS par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, notamment face à des situations où de plus en plus d'agents du ministère sont à reclasser et des problématiques très fortes d'attractivité des métiers en abattoir. Donc ce marché cadre, il a été créé en 2018 avec l'intention de proposer un appui en ergonomie aux services vétérinaires lorsque des projets de transformation se présentent. C'est-à-dire soit l'extension d'un abattoir, la reconception d'une ligne, la construction d'un abattoir, en tout cas des projets dans le cadre desquels les zones dans lesquelles vont travailler les techniciens et techniciennes vétérinaires vont être impactées, en fait. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais donc, ces personnes sont amenées à travailler sur chaîne, en fait, comme les autres opérateurs et opératrices des abattoirs. Donc apporter un appui concret à ces services d'inspection vétérinaire lors de ces projets, et puis aussi favoriser globalement la capitalisation des connaissances pour les acteurs du ministère de l'Agriculture, les acteurs de la prévention. Je vais en parler, sachant qu'aujourd'hui, quelques données sur le fonctionnement. Aujourd'hui, au sein du ministère de l'Agriculture, il y a plusieurs échelons, on va dire. Vous avez les services vétérinaires en abattoir qu'on va trouver sur chacun des sites. En fait, hein. Chaque fois qu'il y a un abattoir, il y a forcément des équipes avec vétérinaires et techniciennes vétérinaires. Des équipes qui peuvent aller de 2 personnes à 30-35 personnes, suivant évidemment le niveau de production, le tonnage qui est traité sur les sites en question. Donc ça, c'est plutôt le niveau local,
avec presque tout le temps une fonction d'assistant ou d'assistante de prévention, qui va être une personne sensibilisée aux questions de prévention des risques professionnels avec un temps dédié à ces missions. Ensuite, on va trouver un niveau plutôt départemental, c'est ce qu'on appelle les DDPP, Direction départementale de la protection des populations, dans lesquelles on va trouver une fonction de conseiller de prévention. Ensuite, on va trouver un niveau régional où il va y avoir notamment la fonction d'inspecteur en santé-sécurité au travail. Et puis, tous ces établissements, en fait, sont gérés aussi au niveau national, au ministère de l'Agriculture, par un bureau qui s'appelle le Bureau des établissements de découpe. Et aussi, on va trouver la fonction, évidemment, de CSA, équivalent du CSE, au niveau du ministère. Et ces acteurs-là, aujourd'hui, sont structurés aussi en réseau santé et sécurité au travail, c'est-à-dire qu'au niveau national, vous trouvez un groupe d'une quinzaine de personnes qui regroupe des assistants de prévention, des conseillers de prévention, qui va constituer ce qu'ils appellent le réseau santé-sécurité au travail. Donc, le marché a été créé, et aujourd'hui, comment il fonctionne? Concrètement, quel est l'objectif? Ça va être d'identifier un projet. Par exemple, il y a un abattoir qui va se construire, une ligne qui va être refaite. Donc ce projet, en règle générale, il est identifié par les services vétérinaires, mais bien souvent, il peut être identifié aussi au niveau départemental. Ensuite, il faut avoir connaissance qu'il y a la possibilité de solliciter l'appui d'un ergonome. Donc il va y avoir la formulation d'une demande, ils appellent ça une fiche de besoin. Cette fiche de besoin, elle va être ensuite étudiée par le réseau santé et sécurité au travail, qui va dire, suivant différents critères, notamment l'état d'avancement du projet, est-ce que ça peut donner lieu à un appui par un ergonome ou pas? Ensuite, une fois que l'avis est favorable, et s'il l'est, il va y avoir une information faite à l'industriel, parce que j'en parlerai tout à l'heure, mais la grande particularité de cette fonction, c'est qu'en fait, ce sont des personnes du ministère de l'Agriculture qui travaillent sur des sites qui sont des sites privés publics exploités par d'autres sociétés ou d'autres organismes. En fait, entre guillemets, ils ne sont pas chez eux, en fait. Avec, qui plus est, un rôle d'inspection et de contrôle. Donc, une fois que l'intervention a été acceptée sur le principe, il va y avoir une prise de contact, donc là, du cabinet conseil en ergonomie avec les différentes parties prenantes pour dimensionner l'intervention, faire la proposition et ensuite, après, la valider. Donc voilà juste pour le cadre. Donc en résumé, constat d'une augmentation des TMS assez forte sur les 20 dernières années sur ce métier-là, problématique de reclassement, d'attractivité, et donc la création de ce marché pour permettre aux services vétérinaires d'avoir recours à un ergonome lorsqu'il y a des projets de transformation. Je vais vous présenter un exemple. Je vais survoler certainement beaucoup de choses, mais c'est pour donner un aperçu. Donc, un exemple sur le réaménagement d'une zone d'inspection approfondie. Donc, en fait, le principe de l'inspection, c'est qu'il y a une inspection de premier niveau et souvent une inspection approfondie. C'est-à-dire que certains animaux, il va y avoir une suspicion de certaines maladies, qui va nécessiter de passer plus de temps sur l'animal, sur la carcasse. Et donc, lorsqu'on est sur, par exemple, des abattoirs à très forte cadence, on ne va pas avoir le temps de faire cette inspection approfondie dès le premier poste. Donc, les carcasses vont être déviées vers une zone où il va y avoir une inspection plus détaillée, en fait. Et donc là, le projet en question, il consiste à revoir l'aménagement d'une zone d'inspection approfondie suite à une augmentation en fait, du tonnage traité par cet abattoir et au constat de non-conformité sanitaire assez importante. Donc la situation initiale, juste pour vous donner un aperçu, donc sur la zone, donc c'est une zone sur laquelle il y a 450 à 600 carcasses qui sont traitées par jour. Ces carcasses vont d'abord être inspectées par un technicien ou une technicienne vétérinaire, qui est la personne que vous voyez ici, qui va déterminer, par exemple, là il va falloir retirer telle ou telle partie, il va falloir retirer par exemple un jambon,
Et donc derrière, les personnes que vous voyez en bleu donc, sont des personnes, des salariés de l'abattoir, qui eux vont en fait retirer les parties considérées comme impropres à la consommation. Et le résultat, entre guillemets, du travail, ben, ça va être des carcasses et des parties de l'animal donc, qui sont considérées comme propres à la consommation et estampillées, hein, qui est ce tampon encreur que vous voyez parfois chez le, enfin normalement tout le temps chez le boucher sur les morceaux de viande après inspection. Donc voilà les grandes caractéristiques de la zone donc, dans laquelle opèrent, suivant les cas de figure, 1 à 3 personnes du service vétérinaire, parce qu'il y a des moments où on va avoir des lots, entre guillemets, à problème, sur lesquels on va devoir renforcer la présence, et dans lequel va intervenir aussi un ou une vétérinaire pour trancher notamment des cas suspicieux. Et donc, évidemment, on va y venir, mais une zone dans laquelle cohabitent, sont en coactivité, des techniciens vétérinaires et des personnes salariées de l'abattoir qui vont être chargées de retirer les parties impropres. Le projet, globalement, en quoi il consiste? Ben, c'est une modification assez importante de la zone, avec une modification des flux d'arrivée, avec une arrivée des carcasses dans l'autre sens, une augmentation de la capacité de stockage. On part d'un rail sur lequel on va rajouter la possibilité de stocker une centaine de carcasses. Globalement, le projet, on arrive, donc voilà, lorsqu'on arrive, il y a des plans qui sont très détaillés, et l'intention en fait de démarrer les travaux 3 mois plus tard. Donc on arrive sur une phase a priori où ça peut être compliqué, mais on va dire que les signaux sont plutôt bons du côté de l'industriel, qui est favorable, malgré l'état d'avancement plutôt haut, qui est favorable à l'intervention. Et donc, on met en place l'intervention avec un schéma assez classique, je pense, avec un groupe projet ou un comité de pilotage dans lequel on va trouver à la fois des fonctions du service vétérinaire, notamment l'encadrement du service vétérinaire. On va trouver évidemment des représentants aussi de l'industriel, en fait, hein, avec responsable première transformation, aussi des membres de la direction de l'abattoir, et aussi évidemment un groupe de travail avec des personnes du service vétérinaire et aussi des opérateurs qui sont amenés à travailler dans la zone. Bon. Globalement, je la fais aussi là très vite, mais le principe des premiers plans qui sont présentés, c'est qu'en fait, globalement, le service vétérinaire n'a, en fait, pour résumer un peu les choses, pas forcément grand-chose à dire sur les plans qui sont présentés. Il lui semble plutôt adapté au travail à faire. Et effectivement, il y a pas mal de choses qui sont plutôt bien prises en compte par l'industriel, mais en fait, l'analyse de l'activité va montrer que globalement, il y a beaucoup de situations dans lesquelles ça va être inadapté, en fait. Du point de vue d'une méconnaissance, là aussi j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais une méconnaissance de certaines situations clés lorsqu'on va traiter notamment ce qu'on appelle les bêtes mal à pied, qui sont des bêtes à problème qu'on va traiter à la fin de l'abattage et sur lesquelles il y a beaucoup plus de monde. Et il y a surtout beaucoup plus de temps d'inspection approfondie. Et donc, si vous voulez, sur la zone qui était prévue en 2 parties, concrètement, il y a un endroit où il n'y avait pas du tout assez d'espace qui était prévu, et l'autre où, en fait, il y en avait beaucoup trop. Donc, en tout cas, un aménagement qui était prévu, qui allait globalement augmenter les contraintes physiques par rapport à la situation initiale, et surtout, qui allait empêcher de faire correctement l'inspection. Donc, de ce premier constat, nous, on va en fait aider le service vétérinaire déjà à formaliser ses besoins. Parce que j'en parlerai tout à l'heure, mais globalement, un des constats, c'est que très souvent sur le marché, on peut être appelé seulement à partir du moment où il y a des plans. C'est-à-dire que très souvent, les services vétérinaires considèrent que tant qu'il n'y a pas de plan, il n'y a rien à dire. En fait. Et donc, on a fait un peu un rétropédalage sur ce projet, c'est-à-dire qu'on est reparti, on était sur une phase de conception détaillée,
Et là, voilà, enfin, je vous dis, là, c'est passé sur ce projet-là. Je ne vous ferai pas croire que ça passe tout le temps. Hein. Mais en tout cas, sur ce projet, on a réussi à repartir en fait de la formalisation du besoin, rédiger un cahier des charges et repartir sur des versions successives de plans, hein, en coopération avec l'industriel, en coopération avec les agents, pour finalement aboutir à une conception qui correspondait mieux aux besoins. Donc maintenant, je vais vous dire comment ça s'est passé dans les différentes étapes. J'aurais pu commencer par ça, mais je préférais vous donner la visibilité. Donc, une première étape d'analyse et de validation de la demande. Une deuxième étape de mise en place, sachant que sur ces projets, c'est vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire que là, je vous ai donné un exemple de projet dans un contexte très industriel, un gros abattoir, mais on peut être aussi, sur certains projets, c'est le petit abattoir municipal de la commune, dans laquelle il y a un ou une technicienne vétérinaire, avec un bureau d'études externe, des élus qui pilotent le projet. Là, c'est vraiment du sur-mesure à chaque fois en termes de conduite de projet. Une phase d'identification du besoin, et évidemment une phase d'analyse des plans, et point assez positif de ce marché, c'est que le travail va jusqu'au bilan après réaménagement, qui en l'occurrence est une phase sur laquelle finalement aujourd'hui il y a encore souvent des points qui sont identifiés. Qui sont identifiés parce que finalement ça n'a pas été fait comme convenu, ou parce que humblement on est aussi passé à travers certaines choses. Donc voilà juste pour l'exemple de projet. Maintenant, quelques éléments de bilan, parce que finalement sur ces quelques années, on a pu être amené à travailler sur plusieurs projets de typologies différentes, hein, parce que je ne vous en ai pas parlé, mais il y a des abattoirs où c'est seulement des bovins, d'autres où c'est seulement des porcs, d'autres où c'est totalement multi-espèces, en fait, hein, avec des cadences qui vont de 1 à 10 totalement. Hein. Donc au niveau du bilan, alors je vais commencer en essayant d'être le plus juste possible par les apports et les réussites de ce projet. Globalement, première chose, pour les services d'inspection vétérinaire, effectivement cet appui, il est en principe leur témoignage, c'est qu'il est plutôt utile parce qu'ils ne sont pas habitués à vivre ces projets de conception ou de reconception. Donc on essaye en tant qu'ergonome de les appuyer pour que les solutions qui soient mises en place elles soient les plus adaptées possibles. Encore une fois, pour bien réaliser l'inspection et pour préserver leur santé. Surtout les difficultés qu'ils ont notamment, c'est comment se positionner dans cette conduite de projet où il y a beaucoup de gens finalement. Beaucoup de gens, il peut y avoir l'industriel, un bureau d'études, un fabricant, un architecte. C'est très compliqué pour eux de savoir où se positionner, donc on essaye de les aider là-dessus notamment. Évidemment, là aussi j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est une opportunité idéale pour que les gens puissent avoir leur mot à dire sur leurs futures conditions de travail. Ça favorise aussi leur appropriation. Donc voilà, évidemment, là-dessus, il y a des plus-values importantes. Pour les industriels, vous me voyez venir, mais globalement, sur ces interventions-là, c'est impossible de réussir sans avoir aussi une vision en fait, globale de la coactivité dans les zones et sans avoir une approche finalement aussi des conditions de travail des autres personnes qui sont dans la zone. Donc finalement, ça permet aussi d'identifier certaines problématiques que l'industriel ou en tout cas le concepteur n'avait pas identifiées et qui vont avoir des impacts sur les services vétérinaires, mais qui vont aussi avoir des impacts sur les autres personnes. Voilà, donc avec des impacts en termes de coûts notamment. Ça a aussi des vertus pour le ministère de l'Agriculture, parce que finalement, en intervenant sur plusieurs sites, on va identifier à un moment donné aussi des problématiques qui sont communes, des réussites qui aussi peuvent marcher sur d'autres sites. Bref, il y a un vrai retour d'expérience et une capitalisation qui se fait. Et on va identifier des sujets transverses qui peuvent être traités. Donc de ce point de vue, c'est plutôt positif. Maintenant, je vais essayer de passer là aussi de la manière la plus juste possible
sur les difficultés qui peuvent être liées à ce travail. Évidemment, la première, c'est que c'est extrêmement particulier d'intervenir pour un service qui est demandeur, mais qui n'est absolument pas décideur, en fait. Absolument pas décideur. Et là, on est totalement dépendant du bon vouloir d'un industriel ou d'une communauté des communes qui non seulement n'est pas demandeuse de l'intervention à la base, mais qui en plus va devoir payer les équipements des postes des personnes du service vétérinaire. Donc quand même assez compliqué a priori. Donc voilà une des clés pour ça. Et ça marche dans une majorité des cas. C'est évidemment, comme je vous le disais, d'essayer d'avoir une approche la plus globale possible de la zone et une approche qui n'est pas strictement service vétérinaire centré, en fait, mais une approche sur la santé, la performance de l'ensemble de la zone, parce que en particulier dans ces zones, le travail il est éminemment collectif, parce que ce sont des gens dont l'objectif est finalement que les parties des animaux qui ressortent de ces zones soient propres à la consommation, et ce n'est possible que s'ils coopèrent, tous les deux. Et donc, parfois, on peut être amené à convaincre un peu par ricochet, en fait, en utilisant des arguments qui ne sont pas nécessairement liés au service vétérinaire. Sur les autres difficultés, comme je le disais tout à l'heure, il y a une conviction de départ de nombreux services qui sont demandeurs que tant qu'il n'y a pas de plan, il n'y a rien à dire, en fait. Ce qui nous amène à intervenir très souvent dans des situations où on peut être très avancé dans le projet. Et là, ça peut aller jusqu'à refuser d'intervenir. Il y a plusieurs exemples où c'était vraiment trop avancé. Donc évidemment, la clé, là aussi j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est dans la mesure du possible d'identifier les projets le plus tôt possible et de faire ce travail de sensibilisation que il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait des plans pour intervenir. Bien au contraire, parfois c'est même trop tard, en fait. Parmi les autres points, voilà, c'est plus des éléments de réflexion aussi par rapport au sujet des journées, c'est que globalement, on a affaire quand même à des populations avec une usure importante, en fait. Des restrictions médicales qui peuvent être très très présentes dans les services, et que même si ces projets ils sont utiles, on ne résout pas la question de la prévention des TMS seulement en aidant à bien reconcevoir un poste de la zone, et que ce sont des services sur lesquels il y a des thématiques TMS qui nécessiteraient des interventions bien plus larges, en fait. Sur les autres points qui me sont venus comme ça, on intervient globalement quand même dans des services là aussi où il y a des très forts problèmes d'attractivité, des problématiques de recrutement, et ces situations d'absentéisme, elles deviennent en fait quasiment des situations de travail à prévoir, en fait, sur le fait qu'à un moment donné il va manquer du personnel, on va être obligé de naviguer entre telle zone et telle zone. Enfin, ça devient, la problématique d'attractivité et d'absentéisme est devenue telle à certains endroits que on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, sur quoi est-ce qu'il faut agir, mais en tout cas on est presque obligé de l'anticiper dans la conception. Un autre contexte aussi, c'est que face à ces difficultés-là, il y a un raccourcissement des temps de formation, avec globalement de plus en plus de confrontations entre des populations qui ont une ancienneté très importante au travail et des populations qui ont dû apprendre vite pour pouvoir assurer la continuité de service, en fait. Et donc des disparités de pratiques qui peuvent être très très importantes, en fait, et qui peuvent être si importantes que qu'elles peuvent impacter la conception du poste, en fait. Concrètement, qu'on doit vraiment les intégrer dès la conception. Alors c'est évidemment nécessaire à chaque fois, mais en tout cas, on s'est retrouvé dans plusieurs situations où il y avait vraiment, avant d'identifier, avant de déterminer clairement le besoin, il y avait un gros travail de
de formalisation et de discussion, de définition des pratiques avec l'équipe à mener. Et puis évidemment, dans certains cas, il y a des situations de blocage, des accords. Je ne vais pas vous faire croire que tous ces projets-là se passent bien. Et donc, dans ces cas-là, voilà, une des ressources, un des leviers que l'on peut avoir aussi, c'est qu'il y a aussi plusieurs canaux pour faire pression, d'une certaine manière, au niveau local, départemental, voire national, pour essayer de faire avancer les choses. Et je terminerai voilà, sur quelques éléments, mais qui peuvent peut-être paraître basiques. Donc intégration le plus tôt possible. À partir du moment où on met en place un marché comme ça, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un gros travail de promotion, entre guillemets, du marché en ergonomie, pour en fait le rendre visible et permettre aux gens du terrain de savoir quand est-ce que ça peut être utile de solliciter l'ergonome. En fait. Évidemment, il y a un besoin d'engagement des services vétérinaires. Ce qu'on voit, c'est que concrètement, des services dans lesquels la coopération, qui est très particulière quand même, entre inspecteurs et inspectés, des services dans lesquels cette relation elle est bonne, vont être beaucoup plus propices à une bonne coopération sur ces projets, et d'autres où on intervient, où il y a des relations déjà très dégradées entre l'industriel et les services vétérinaires, on sait d'emblée que là potentiellement on va être sur des choses assez compliquées. La stabilité des interlocuteurs, l'implication de l'équipe. Voilà, je finis pour essayer de respecter le timing. Merci.